Bienvenue dans toutes les France, un an après leur début. Pourquoi les révolutions arabes semblent-elles inachevées? Débat avec nos invités. Robert Solé, tout d'abord, vous êtes écrivain, journaliste, le plus français des écrivains égyptiens, ou le plus égyptien des écrivains français. Au choix. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez écrit « Le pharaon renversé », 18 jours qui ont changé l'Égypte, aux éditions Les Arènes. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Alain Dikoff, vous êtes directeur de recherche au CERI, Sciences Po, c'est le Centre d'études de relations internationales. Vous avez écrit les coulisses de... non, c'est pas les coulisses, vous avez écrit Le conflit israélo-arabe aux éditions Armand Collin. C'est un ouvrage pédagogique pour expliquer les différents points qui caractérisent aujourd'hui ce conflit. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Antoine Sfer, vous êtes directeur de la revue Cahiers de l'Orient et vous avez écrit un dictionnaire du Moyen-Orient, publié aux éditions Bayard. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je l'ai dirigé, Vous n'avez pas écrit tout seul? Ah non, c'est dur d'écrire un dictionnaire tout seul. Oui, 1200 entrées, c'est très dur. Un dictionnaire très complet, en tout cas sur cette région si complexe. Et à vos côtés, Randa Kassis, vous êtes écrivain, présidente de la coalition laïque syrienne, la coalition laïque syrienne. Vous avez écrit Les coulisses de Dieu aux éditions Encyclopédie arabe de livres sur Internet. Merci d'être dans toutes les France aujourd'hui. Robert Solé, pourquoi la révolution égyptienne n'est toujours pas aboutie? Comme toutes les révolutions, une révolution demande beaucoup de temps, c'est toujours douloureux, c'est long, c'est plein de soubresauts. On a toujours connu ça dans l'histoire et on le vérifie aujourd'hui dans tous les pays arabes où des gens se sont soulevés et ont réussi de façon étonnante et en très peu de temps à renverser des pouvoirs qui étaient très solidement installés. Donc ce sont des révolutions qui ne font que commencer, et un peu dans la confusion, souvent. Alors comment distinguer justement cette capacité qu'ont eu les peuples, et en particulier le peuple égyptien, à renverser un dictateur, et la réussite effective de la révolution? Est-ce que finalement ce n'est pas un régime qui est en train de partir, plutôt qu'une véritable révolution qui a changé véritablement le système en place? Alors dans le cas de l'Égypte, c'est un peu particulier, puisque le chef d'État, Moubarak, est toujours là. Il a été renversé, le régime a été décapité, mais lui n'a pas quitté le pays, il est en jugement, et son régime est quasiment là, quasiment, je ne dirais pas intact, parce que quand même ce pays a beaucoup changé depuis un an, mais tous les rouages du système sont en place, et notamment l'armée, dont il est issu lui-même, et qui est aux manettes, très mal, mais aux manettes. Il faut distinguer l'armée en tant que telle du Conseil supérieur oui, militaire. Mais enfin, c'est quand même l'armée. Ce conseil supérieur des forces armées, l'émanation de l'armée, oui. C'est une structure assez opaque, d'ailleurs. On ne sait pas très bien qui sont ces généraux. Et on ne sait surtout pas très bien ce qu'ils font, parce qu'ils ont l'air complètement dépassés par la situation. Antoine Sfer? Je dirais, pour répondre à votre question, il faut dire aussi que toutes les révolutions qui ont eu lieu, à commencer par la nôtre, ont été confisquées. Ce qui est étonnant, c'est que depuis un an, et un an après les débuts, elles ne le sont pas encore dans le monde arabe. Deuxièmement, je crois que ce qui est important, c'est que, tout d'abord... Elles ne sont pas confisquées, mais il y a des menaces contre eux. Il y a des menaces. Oui. Et si on voit en Égypte que les jeunes qui ont lancé la révolution, et qui refusaient de l'articuler autour de l'islam ou autour de la religion ou autour de l'anti-israélien, aujourd'hui sont redescendus dans la rue pour dire attention, nous sommes là encore. Parce qu'il y a ce risque de bipolarité entre l'armée dont parlait Robert Solé et les frères musulmans, eux-mêmes embêtés parce que débordés par les salafistes, étant donné que les salafistes sont ceux qui veulent revenir à l'imitation du prophète, la manière dont il vivait avec ses premiers compagnons, pour dire ce que c'est que le salaf. En Syrie, les jeunes aujourd'hui ne veulent pas non plus d'une bipolarité entre le régime et et les frères musulmans, la confrérie. La même chose en Tunisie, où on voit les jeunes redescendre en disant ce sont les mêmes qui sont revenus, attention, on ne veut pas de cette bipolarité. Je crois que la révolution est en cours. Oui.
C'est le cas en Syrie, Randa Kassis. Il semble que les choses soient plus dures en Syrie pour le peuple, en tout cas. C'est tout à fait normal que la Syrie, de toute façon qu'en Syrie, on a les choses qui sont beaucoup plus dures. Mais d'abord, il faut savoir que aussi dans ces révolutions-là, il faut le dire que ce sont des révolutions des masses, des peuples. Qu'avant notre histoire, l'histoire arabe était toujours l'histoire des élites, mais pas l'histoire des peuples, l'histoire des masses. Aujourd'hui, pour la première fois, il y a une conscience quelque part. Chez ces jeunes, ils sont conscients, ils ont un désir de s'exprimer par eux-mêmes et aussi d'exister, ce qui est le plus fabuleux, qu'ils veulent exister. Alors, faire chuter un régime ou faire chuter un dictateur ne veut pas dire qu'on a réussi à faire chuter un système. On a un esprit répressif qui règne dans ces sociétés-là, qui commence par, on va dire, il y a les religions qui gouvernent dans ces sociétés. Il y a beaucoup de tabous, les tabous de société, et en plus, bien sûr, on a les dictatures, ces régimes dictatoriaux. Alors, et ça commence par là, mais de toute façon, ça ne va pas terminer ici. Ces révolutions vont passer par on va dire, une période de transition, et c'est tout à fait normal. Après un blocage de décennies, ça a été bloqué, ces sociétés étaient en coma quelque part. C'est un réveil, et ça commence bien sûr par là. La Syrie, c'est autre chose parce qu'on a un régime qui est beaucoup plus, on va dire, plus dur, qui réprime et qui n'hésite pas à tuer et à torturer beaucoup plus que les autres. Alors c'est tout à fait normal. Il y a aussi, c'est un cas vraiment particulier parce qu'il y a des minorités ethniques et religieuses qui sont pas tout à fait avec cette révolution, bien sûr par peur, par crainte. Alain Dikoff ? Moi je pense qu'il y a deux choses qui me frappent. D'abord, les temporalités sont très différentes selon les cas. Oui. Il y a deux pays qui sont dans une phase de transition où les révolutions continuent à être en cours, mais où malgré tout, on est rentré dans la phase de transition. C'est évidemment la Tunisie où il y a eu une assemblée constituante qui va commencer à travailler, qui va donner la deuxième république tunisienne. Il y a le cas de l'Égypte qui est aussi dans une phase de transition puisque les élections viennent d'avoir lieu au Parlement et également à la Chambre haute. Donc là, on est dans une phase de transition. Il y a des cas de figure, le cas syrien évidemment dans ce cas de figure, où je dirais on n'est pas encore vraiment, évidemment on est dans une phase insurrectionnelle, on le voit de plus en plus, mais où le régime, en effet beaucoup plus autoritaire, utilise une force beaucoup plus brutale pour se maintenir au pouvoir. Donc là on est tout au début, c'est complètement différent. Et il faut dire aussi, il y a les pays où il ne s'est rien passé. Et les pays où finalement, je dirais peut-être même pas, je ne parlais pas de révolution, mais où la révolte est avortée, c'est le cas de Bahreïn. Je veux dire, ça a été réprimé et par les étrangers, par les Séoudiens. Oui, par les Séoudiens. Mais dont, je veux dire, là aussi, la contre-révolution a gagné, si vous voulez. Donc les cas de figure sont très différents. Je voudrais aussi insister sur un point qui est très apparent dans le cas égyptien. Je veux dire, ceux qui se sont le plus mobilisés jusqu'à l'été, ne sont pas ceux qui ont gagné dans les urnes. Ce décalage est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des jeunes qui ont été actifs sur la place Tahrir et ailleurs, c'est très bien, mais c'est pas eux qui ont gagné électoralement. Ceux qui ont gagné électoralement, c'est des groupes qui étaient beaucoup moins actifs. Les frères musulmans ont joué un jeu, on le sait, relativement ambigu, en mélangeant en même temps le Conseil suprême des forces armées. Donc, il faut faire très attention à ce décalage, parce que ceux qui vont avoir le pouvoir ne sont pas ceux qui l'ont eu dans la rue. Et ça, c'est très important. Alors, pour le cas égyptien. Contre-révolution et répression, justement, sont des faits que l'on peut voir. On l'a vu d'ailleurs à l'occasion de ces incidents du stade de Port Saïd en Égypte, sur lesquels nous revenons. Regardez. Des blessés que l'on évacue au milieu des cris et des tirs de grenades lacrymogènes. Les affrontements entre manifestants et forces de sécurité se sont poursuivis toute la soirée aux alentours du ministère de l'Intérieur. Je suis venu à cause des gens qui ont été tués hier. Je suis venu pour tous ces innocents. La journée avait pourtant commencé dans le recueillement et la prière autour des cercueils des victimes des violences d'hier soir. Mais très vite, des centaines de personnes sont descendues dans les rues du Caire et d'autres grandes villes du pays pour demander des comptes au gouvernement et aux militaires.
Tout cela a été planifié. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de martyrs. Beaucoup de jeunes qui étaient simplement venus soutenir leur équipe. Ils avaient pris un jour de repos pour faire l'aller-retour à Port Saïd. Et là, ils sont morts. Pourquoi? Depuis hier, les critiques s'accumulent contre les autorités militaires, incapables d'assurer la sécurité dans le stade de Port Saïd et d'empêcher les débordements et les violences qui ont coûté la vie à 74 personnes. Des accusations relayées au sein même du Parlement, où les frères musulmans sont désormais majoritaires. De nombreux témoins qui étaient dans le stade confirment que la sécurité a été négligente et a hésité à faire son travail. Nommé par les militaires, le Premier ministre a annoncé la suspension du gouverneur et des responsables de la sécurité de Port Saïd, mais il en faudrait plus pour apaiser la colère des Égyptiens. Un an après le printemps arabe qui avait entraîné la chute du président Moubarak en février 2011, les Égyptiens sont à nouveau dans la rue pour exiger le départ des militaires. Antoine Sfer, justement, cette question de la sécurité reste centrale. Le message qui est passé en filigrane aux Égyptiens, c'est de dire finalement, s'il n'y a pas, à l'ère de Moubarak, la sécurité était bien présente, vous n'êtes plus en sécurité aujourd'hui dans ce cadre révolutionnaire. Et c'est ce jeu de ping-pong, en quelque sorte, entre le chaos ou l'ordre. Oui. L'ordre, on sait bien que c'est l'armée qui peut le maintenir, on l'a vu, un etc. peu de mal quand même. Oui, mais sauf qu'on lui reproche aujourd'hui de ne pas être intervenu. C'est une preuve par l'absurde en leur disant, mais voilà, quand l'armée n'intervient pas, il y a des morts, il y a des blessés entre bandes rivales, entre partis rivaux, etc. C'est un jeu dangereux, c'est un jeu qui peut mener très vite au populisme. Et malheureusement, ce qui me frappe beaucoup un an après ces révolutions, c'est qu'il n'y a pas d'homme salvateur dans aucune situation. Ce sont des révolutions qui n'avaient pas de leader. Voilà, et qui n'ont toujours pas de leader. Si vous voulez, même si les élections ont amené les islamistes et les salafistes au Parlement, à la Constituante, etc., nous avons été habitués durant plusieurs décennies, quand il y avait des coups d'État, où j'adore ce terme, je ne peux pas m'empêcher de le citer, des mouvements rectificatifs des coups d'État précédents, il y avait toujours un homme salvateur. Et là, j'allais dire, heureusement, jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire qu'en Égypte, on est à la recherche de Pharaon. Oui. Enfin, il a été renversé. Il y a eu un pharaon pendant tellement longtemps que là, je crois qu'il y a aussi une envie de plus en avoir. Il y a toujours eu un pharaon en Égypte, dans l'histoire de l'Égypte. Il y a toujours eu un pharaon, voilà. Robert Solé, chaos ou ordre et sécurité, est-ce que cette équation est celle qu'on essaie de présenter aux Égyptiens aujourd'hui à travers C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de présenter aux Égyptiens des alternatives simples. Du temps de Moubarak et Sadat avant lui, c'était ou nous ou les islamistes. C'est vrai. Et entre les deux, rien. Et on a tout fait pour empêcher l'émergence de forces démocratiques et on en paye les conséquences aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est l'armée ou le chaos, finalement. Sauf que cette armée se montre incapable de maintenir l'ordre. Il y avait en Égypte deux forces. Il y avait la police qui était honnie notamment par les supporters des équipes de football, et des deux principales équipes de football de la capitale, le Ahli et le Zamalek, qui ont joué un rôle important dans le soulèvement, parce qu'ils avaient des comptes à régler avec la police. Oui. Mais aujourd'hui, ils se trouvent aussi face à l'armée, et police et armée se comportent exactement de la même façon, de la même mauvaise façon en Égypte. Mais vous disiez qu'il y avait une difficulté à contrôler la situation de la part des forces armées, et puis d'autres disent que finalement, ils contrôlent et ils répriment. Parce que dans les événements de Port Saïd, il y a quand même des événements troublants. Il y a des éléments troublants. On ne comprend pas qu'une telle tragédie ait pu avoir lieu. Alors évidemment, il faut faire la part de la pagaille, du désordre, des carences, des ambulances qui n'arrivent pas. Ça, c'est malheureusement typiquement égyptien. Mais à côté de ça, il y a des événements troublants. Est-ce qu'on a voulu punir les supporters qui avaient manifesté contre la police et l'armée? Est-ce qu'on a voulu discréditer l'ensemble du mouvement révolutionnaire auquel ils sont associés? Probablement. Toutes ces raisons s'ajoutent les unes aux autres. Alain Dikoff?
Oui, sur ce point précis, je n'ai pas de lumière particulière, mais je serais d'accord avec vous. Je pense que c'est assez difficile d'y voir clair, mais on ne peut pas exclure qu'il y a un peu une volonté d'entretenir le chaos pour se présenter ensuite comme en effet salvateur, quoi. Parce qu'il est très clair dans le cas égyptien que vu la place que l'armée a dans le système d'État, y compris au niveau industriel, hein, l'armée, c'est pas simplement les militaires, c'est les militaires qui font du business, ils contrôlent une bonne partie de l'économie, donc c'est évident que cette transition peut leur coûter en termes de ressources. Hein, donc, comme ils essayent de préserver ces ressources. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de ça qui se joue dans cette transition. Si vous me permettez, je voudrais peut-être insister sur un point qui me paraît aussi dans les différenciations entre les différents cas qui me paraît important. C'est qu'il faut aussi noter les choses qui se sont mieux passées. Hein. Et ce qui est frappant, c'est que pour le moment, à l'exception de la péninsule arabique qui est dans une cas de figure assez différent, mais je dirais les monarchies un peu plus modernisées comme le Maroc et la Jordanie, pour le moment, s'en sont beaucoup mieux sortis. Il y a aussi eu des contestations. Mais je dirais que mais les souverains ont été pour le moment, en tous les cas, dans une position où ils sont parvenus à lâcher suffisamment pour désamorcer un petit peu la contestation, mais tout en ne voyant pas leur pouvoir fondamentalement remis en place. Donc ils ont eu beaucoup. Et je pense qu'une des raisons, c'est parce qu'ils ont des ressources de légitimité beaucoup plus fortes. Voilà, c'est ça. Alors qu'évidemment, les régimes républicains, par définition... Commandeurs des croyants, descendants du prophète... Et ça fait une différence énorme. C'est ça. Cette source de légitimité me semble essentielle, aussi bien en Jordanie qu'au Maroc. Il est à la fois souverain, mais commandeur des croyants au Maroc. Et l'autre qui... En Jordanie, on l'appelle le fils de la Britannie, quand même. La reine Rania est appelée Madame Trabulsi. Donc, la critique est là, c'est clair. Des lettres ouvertes ont été faites par les Bédouins, les shérifs. Donc, mais en même temps, c'est vrai, il y a une telle source de légitimité descendant direct du prophète. Donc, ça aide énormément. Cette question de légitimité est centrale pour vous, Robert Solé. Dans le 18 jours qui ont changé l'Égypte, est-ce que vous dites aussi qu'il y a eu un espèce de coup d'État contre Moubarak de la part des militaires qui n'est pas forcément dans le processus révolutionnaire tel que voulu, en tout cas, par une partie de la population? C'est-à-dire que les militaires voulaient empêcher une chose en Égypte, voulaient empêcher le fils cadet de Moubarak, Gamal, d'accéder au pouvoir. Ce ne sont pas les militaires qui ont déclenché cette révolution, mais ils en ont profité pour écarter Gamal. Cela dit, son père oui, mais alors son père, c'était plus compliqué, parce que son père, ils sont liés à son père. Ce Conseil suprême des forces armées était intimement lié au pharaon. Ils lui ont quand même dit de partir. Bien sûr. Ils ont vu qu'il était lâché par tout le monde, ils ont fini par le lâcher eux-mêmes. Et donc c'est ce qui manque, cette question de légitimité aujourd'hui en Égypte. Il y a eu un parlement qui ne reflète pas forcément ce qu'on a pu voir place Tahrir pendant des semaines et des semaines. C'est avec l'élection d'un président, avec les prochaines élections présidentielles, qu'on arrivera à ce degré de légitimité qui pourra dire la révolution est en train réellement d'avoir lieu. Pour le moment, il y a trois forces en Égypte. Il y a l'armée qui est aux manettes, mais qui se montre incapable de gouverner et de maintenir l'ordre, et qui ne cesse de reculer d'ailleurs depuis un an, en réalité. Il y a les islamistes qui ont gagné des élections, mais les ont gagnées, c'était à la fois des élections libres et des élections complètement faussées, par beaucoup d'éléments. Et puis il y a enfin ce qu'on appelle les révolutionnaires, ce camp libéral laïque, qui est la troisième force, qui a perdu les élections, mais qui est présent dans la rue, et qui va rester dans la rue, et auxquels et l'armée et les islamistes vont devoir se confronter en permanence. Alain Dikoff, est-ce qu'on est dans un processus de remodelage à travers ces révolutions, certes inachevées, de toute la région? Bon, ça me paraît incontestable. Je crois qu'on est rentré dans une nouvelle phase au niveau régional qui est évidemment extrêmement incertaine, pour toutes les raisons que nous avons dites jusqu'à présent. Mais pour moi, si vous voulez, si on s'en remontait au déluge, je dirais que dans l'après-45, si vous voulez, il y a eu trois phases. Hein. La première phase, c'était la phase du nationalisme arabe triomphant avec Nasser, un peu plus tard le parti baathiste en Syrie et en Irak, qui s'est en gros, évidemment... Triomphant au niveau local. Hein. Pardon? Au niveau local, triomphant.
sur le oui, bien sûr. Mais je dirais qu'il a marqué de son empreinte les relations régionales. Je veux dire, la conséquence était que, par exemple, par rapport à Israël, la logique, c'était la confrontation militaire. C'est-à-dire Israël était complètement isolé dans la région et les autres régimes étaient contre lui. Bon, certains, comme la Jordanie, traînant un peu plus des pieds, mais n'ayant pas vraiment le choix, sinon de rentrer aussi dans cette logique-là. Je dirais que cette phase-là, elle s'est terminée au début des années 70, grosso modo. Et on est rentré dans une deuxième phase qui était... où on est rentré progressivement, on l'a vu précisément avec l'Égypte, dans une paix partielle d'Israël par rapport à ses voisins. Ça a changé la donne, évidemment. Ça a changé la donne et ça a conduit aussi au traité de paix avec la Jordanie, par exemple, et aux accords d'Oslo de 93. Je dirais que cette phase-là, alors ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait plus de conflictualité. Il a continué à en avoir, mais elle était beaucoup plus localisée. Il n'y a plus de guerre totale. Il ne faut jamais l'oublier. Il n'y a plus de guerre totale. Les guerres ont été localisées soit malheureusement au Liban, qui a, je dirais, toujours été le théâtre d'opération des uns et des autres, et dans les territoires palestiniens de plus en plus. Mais sinon, il n'y avait plus vraiment de conflictualité forte. Je dirais que cette phase-là, à mon avis, elle est en train de se terminer. Et on rentre dans une troisième phase, dont évidemment je serai incapable de vous dire quelle sera vraiment la teneur, mais il y a quand même des lignes forces qui commencent déjà un peu à se dégager. En tous les cas, au Mashrek, là je ne parle pas du Maghreb, parce qu'il est un peu plus loin évidemment de ce type de configuration, mais dans l'Orient arabe, la nouveauté indéniable, et on va le voir de plus en plus, c'est quand même la montée des partis islamistes comme force majeure. Ça aura des conséquences au niveau régional inévitables. Il y a un autre point fort quand même, une ligne de force, c'est l'émergence d'une force chiite avec l'Iran. L'Iran est devenu incontournable. Il y a un adage qui dit au Proche-Orient, il n'y a pas de guerre sans l'Égypte, il n'y a pas de paix sans la Syrie. Là, on devrait dire, il n'y a plus de paix sans la Syrie et l'Iran, qui ont développé, durant ces années 90 surtout, une diplomatie contestataire avec deux éléments, le Hamas et le Hezbollah. Et je crois que c'est important parce que l'émergence du chiisme dans la région a mis en exergue aussi l'existence de cette mosaïque à la fois ethnique et religieuse, que ce soit au Liban, en Syrie, mais également de l'existence de petites minorités en Jordanie, en Palestine et ailleurs. Randa Kassis, comment vous avez perçu cette action de ce qu'on appelle la communauté internationale, une action à deux vitesses qui est capable d'intervenir quand il s'agit du cas libyen et dans ça dépend, parce que jusqu'aujourd'hui on n'a pas une intervention vraiment internationale. Et lié à la Syrie, c'est plus compliqué avec un veto russe et chinois au Conseil de sécurité. Je crois qu'il n'y a pas vraiment une volonté internationale d'intervenir en Syrie. C'est là aussi, et il faut savoir qu'il peut-être, vu les intérêts qui sont beaucoup moins intéressants que le cas libyen, la communauté internationale prend beaucoup de recul. Je sais pas si c'est une question d'intérêt, mais c'est aussi une question de force en présence, d'alliance historique. Il y a plusieurs facteurs. La vérité, il y a plusieurs facteurs aussi. Il y a pas mal de facteurs. En Syrie, c'est comme j'ai dit, c'est un cas vraiment particulier. Il y a aussi les minorités qui sont là, qui ont peur de la montée des islamistes en Syrie. Mais il faut le dire aussi que ces régimes, surtout le régime syrien, a bien favorisé la montée des islamistes. A bien favorisé quand même, il a favorisé un terrain propice à une pensée intolérable et hostile aux individus. Alors, ce qui est tout à fait normal. Une pensée qui semble être générale aujourd'hui. Tout à fait. Mais c'est beaucoup plus compliqué en Syrie parce qu'on a quand même une diversité. On a beaucoup de minorités. On a plus de 35% quand même, entre 35% et 40% de cette population minoritaire. Voilà. Justement, on va approfondir. Oui, Antoine Sfer. Arrêtons l'hypocrisie. La Chine et la Russie aident bien l'Occident dans leur veto. Parce que imaginez-vous s'il n'y avait pas de veto. Vous vous rendez compte si la France envoyait des troupes en Syrie? Non, il ne s'agit pas forcément d'utiliser la force, mais d'être d'accord sur un certain nombre de sanctions, sur un certain nombre d'actions, un calendrier. Il y a des sanctions aujourd'hui. Il ne s'agit pas forcément d'intervention militaire. Ah ben si. On n'en est pas là. On n'en est pas là, absolument. Il y a déjà des sanctions. Il y a déjà des sanctions, il y a déjà un calendrier de sanctions. Vous ne pouvez pas les appliquer s'il y a deux vetos au Conseil de sécurité. Elles sont applicables. Elles sont déjà appliquées. Ils n'ont pas mis leur veto là-dessus. Ils ont mis leur veto sur un renversement d'une manière violente du régime, d'une intervention. Et puis, en soulevant, quand vous parlez d'intervention en Libye, n'oubliez pas quand même qu'on a
qu'on a été défendre la population de Benghazi, ce qui est à notre honneur, j'en conviens, mais qu'on a laissé mourir la population de Sirte, ce qui est à notre déshonneur jusque-là. Et on soulève un vrai problème. Les populations de Hems et Hamas... Mais on est bien d'accord, donc on est tout à fait dans le miroir, en quelque sorte. Et en même temps, il y a aussi aujourd'hui un vrai problème. Ce droit d'ingérence, ou ce devoir d'ingérence dit droit humanitaire, qui s'applique du nord au sud. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter du sud au nord? Je ne sais pas. Alain Dikoff, un mot sur les révolutions. Non, mais peut-être un peu plus tôt sur cette différence de la réaction de ce qu'on appelle la communauté internationale. Je crois que la différence, elle est entre le cas libyen et syrien, elle saute aux yeux. C'est que la Libye, finalement, était un régime qui n'avait pas de soutien extérieur. C'est aussi simple que ça. Donc intervenir, je dirais, comme la... Le soutien extérieur de grande puissance, parce que oui, par de grande exemple, puissance, les États africains, oui, mais j'entends bien, de grande puissance. Oui. Donc en ce sens-là, il n'y avait pas vraiment d'obstacle majeur. Le cas syrien est en effet très différent, parce que la Syrie, depuis les années 60, a été un allié pendant très longtemps de l'Union soviétique et a continué à être un allié de la Russie, qui lui fournit des armements, je veux dire, tout ça est de notoriété publique. C'est ça qui fait la différence fondamentale. Et la crainte, si on se place un tout petit peu dans une logique un peu de relations internationales, la position de la Russie, elle est simplement liée au fait que ils estiment qu'ils ont été trop conciliants finalement sur le dossier libyen et ils ne veulent pas répéter la même chose sur le dossier syrien parce qu'ils ont peur de perdre un atout dans la région et que cette région soit complètement dominée finalement par ce qui reste finalement in fine quand même un petit peu leur concurrent, à savoir les États-Unis. Les différents visages de la poussée islamiste et ses conséquences, à travers notamment l'exemple tunisien. Reportage, restez avec nous. À 2 heures de Tunis, la localité de Sejnen. La Ligue des droits de l'homme a reçu une plainte. Les habitants l'attendent à l'extérieur du village. Ils veulent dénoncer la terreur imposée par un groupe de fondamentalistes islamistes. Cet habitant raconte qu'il a été battu et menacé de mort. Son tort, avoir conduit à l'hôpital 2 tenanciers de bar blessés par des salafistes. Je suppliais celui qui me frappait. Je lui disais « Arrête, je pourrais être ton père ». Il m'a répondu « La ferme espèce de chien ». Après m'avoir tabassé, ils m'ont embrassé, chacun leur tour, et ils m'ont dit « Ça y est, tu es pardonné, mais fais bien attention. Si tu nous vois frapper quelqu'un, ne t'en mêle plus jamais. » Dans le village, certains n'osent plus sortir de chez eux. Boire de l'alcool, refuser d'aller à la mosquée, provoquerait les foudres du groupe salafiste. Celui-ci a été blessé à l'arme blanche. Tout ça a commencé après la Révolution. Ils nous ont dit il n'y a plus de sécurité, maintenant c'est nous. Devant la mosquée dont ils ont pris le contrôle, les voici, ces barbus qui sèmeraient la terreur à Sejnen. Une quarantaine au total, tous des enfants du